Brave sauce. Pour les deux manières, vous connaissez les règles, ou du moins vous le pensez. Mais enfoui dans les codes de l'État, il y a de vraies lois qui pourraient vous faire amender, arrêter, ou pire, pour avoir roulé dans le mauvais sens, porté le mauvais équipement, ou même calé au mauvais moment. Personne ne vous a prévenu jusqu'à maintenant. Commençons par le Kansas, où vous pouvez aller en prison juste pour avoir fait crisser vos pneus. Vous tournez la poignée, faites tourner le pneu, et laissez ce crissement aigu résonner dans la rue. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Pas au Kansas. Ce son à lui seul peut vous faire arrêter. Le Kansas a pris une position ferme sur ce qu'il appelle l'exhibition de vitesse, et il considère le crissement des pneus comme une exhibition de vitesse. En vertu de cette loi, le crissement intentionnel des pneus est considéré comme une infraction pénale punissable, non seulement par une amende, mais aussi par des points de permis et même une peine de prison. Cela place un burn-out dans la même catégorie légale que la conduite imprudente ou le trouble à l'ordre public. Cette loi ne concerne pas seulement les dérapages à grande vitesse sur les routes ouvertes. Même accélérer fortement dans un parking peut attirer l'attention et des contraventions, surtout si un agent pense que vous vous vantez. Au Kansas, le bruit de vos pneus suffit à déclencher des conséquences légales. Alors la prochaine fois que vous roulez à Wichita ou Topeka et que vous êtes tenté de faire crisser la roue arrière, demandez-vous, est-ce que ce caoutchouc vaut un casier? Et si vous pensez que le Kansas exagère, attendez de découvrir la vie de la Virginie sur la tenue vestimentaire à moto. Ensuite, vous risquez un crime pour rouler en costume en Virginie. Porter un costume sur votre moto en Virginie peut sembler inoffensif jusqu'à ce que vous réalisiez que cela pourrait être un crime. La loi anti-masque de l'État interdit à quiconque de se couvrir intentionnellement le visage en public. Initialement adoptée pour dissuader les déguisements criminels, la loi affecte maintenant aussi les motards. Cela signifie que les masques, les casques modifiés, le maquillage théâtral ou même les bandanas portés haut peuvent vous causer des ennuis juridiques. À moins que vous ne portiez un casque intégral standard conforme aux normes DOT, vous pourriez être arrêté, interrogé et accusé d'un crime de classe 6 au même niveau que le vol de carte de crédit ou l'agression. Ce n'est pas seulement une question d'Halloween ou de cosplay. Si les forces de l'ordre pensent que vous cachez votre identité, votre masque de Joker ou votre casque à thème Star Wars pourrait entraîner une arrestation, vous trouvez cela exagéré? Dans l'Ohio, même tomber en panne d'essence peut vous causer des ennuis. Numéro 3, tomber en panne d'essence, c'est une amende à Youngstown, Ohio. Tomber en panne de carburant est frustrant. Mais à Youngstown, dans l'Ohio, cela peut aussi être illégal. Le code municipal de la ville a une règle que la plupart des motards ignorent. Si votre moto cale par manque de carburant et finit par obstruer la circulation, vous pouvez être verbalisé pour ne pas avoir maintenu le contrôle d'un véhicule. Peu importe si vous étiez juste au coin d'une station-service. Si votre moto tombe en panne dans une intersection animée, vous avez techniquement enfreint la loi. La première infraction pourrait entraîner une petite amende, mais répétez l'erreur dans les 12 mois, et cela devient plus sérieux. Surtout si cela cause un embouteillage ou un accident. Ce n'est pas une question de conduite imprudente, c'est une question de planification. Et à Youngstown, oublier de faire le plein pourrait se terminer par une amende et des points sur votre permis. Maintenant, si vous pensez que c'est dur, essayez de faire un wheeling dans le Maine. Numéro 4, les wheelings équivalent à des accusations criminelles dans le Maine. Dans le Maine, soulever votre roue avant du trottoir de quelques centimètres peut légalement être considéré comme un acte criminel. Le statut de l'État. Titre 29A, section 2413, classe les wheelies comme une conduite dangereuse, une accusation équivalente à la conduite imprudente. Et cela n'a pas d'importance si vous avez réussi l'atterrissage. Faire des cascades sur les routes publiques met en danger les autres conducteurs. Du moins, c'est ainsi que la loi du Maine le voit. Si vous vous faites prendre, vous pourriez faire face à une accusation criminelle de classe A, une suspension de permis et jusqu'à 6 mois de prison. Encore pire, si la manœuvre cause des blessures, cette accusation pourrait être requalifiée en classe D ou plus. Donc si vous voulez vous montrer, faites-le sur un terrain privé ou lors d'un événement fermé, car dans le Maine, votre moment de gloire pourrait se transformer en casier judiciaire. Donc vous avez gardé vos wheelies sous contrôle. Bien, maintenant, assurez-vous que votre visière ne soit pas la prochaine chose qui vous vaille une amende après la tombée de la nuit. Numéro 5. Les visières teintées sont illégales la nuit en Californie, à New York et dans l'Illinois. Vous pourriez adorer cette visière noire pendant l'heure dorée, mais roulez avec après le coucher du soleil et vous enfreignez la loi dans plusieurs États. Dans des endroits comme la Californie et New York, les lois exigent que les casques de moto portés la nuit aient des visières claires ou légèrement teintées, tout cela au nom de la visibilité. Les policiers ne devinent pas ici. Si vous roulez avec une visière sombre après le coucher du soleil, ils sont formés pour vous arrêter. La justification ? La visibilité réduite augmente votre risque d'accident et à leurs yeux, cela fait de vous un danger. Même si vous êtes un motard expérimenté, cette fraction de seconde où vous manquez un nid de poule ou ne parvenez pas à lire un panneau pourrait suffire. Les motards oublient souvent de changer de visière au crépuscule ou supposent que ce n'est pas grave. Mais dans ces états, oublier pourrait vous coûter à la fois en amende et en sécurité.
Les visières photochromiques qui s'ajustent à la lumière sont une solution, mais elles ne changent pas toujours assez vite pour vous maintenir en règle. En Californie, cela relève de la section 2007-2 du Code des véhicules. En parlant de visibilité, que se passe-t-il lorsque votre formation de visibilité est trop parfaite? Dans certains États, même la façon dont vous roulez avec votre groupe peut enfreindre la loi. Ensuite, numéro 6, la conduite côte à côte est interdite en Arkansas et au Montana. Rouler côte à côte a l'air cinématographique, mais dans certains États, c'est carrément illégal. L'Arkansas et le Montana ont des lois stipulant que les motos doivent rouler en formation décalée ou en file indienne, pas côte à côte. L'idée? Visibilité, temps de réaction et espace pour manœuvrer. Même lors de défilés lents, si un policier vous voit partager la même voie que votre ami, vous pourriez être verbalisé. C'est un retournement de situation surprenant étant donné à quel point cela est normalisé ailleurs, mais ces lois privilégient la sécurité au détriment de l'apparence sociale. Cela signifie que rouler en formation nécessite de connaître la loi locale, pas seulement l'étiquette de groupe. Traverser les frontières des États et oublier cela, vous pourriez avoir des ennuis. Donc, même si cela peut sembler correct de rouler côte à côte en Arkansas et au Montana, la loi insiste sur la distance, même entre amis. Au Texas, en Géorgie et en Arizona, les plaques d'immatriculation doivent être éclairées par une lumière blanche lorsque la moto est en marche. En parlant de visibilité, même la lumière de votre plaque d'immatriculation doit respecter des règles strictes. Numéro 7, lumière blanche pour la plaque d'immatriculation requise au Texas, en Géorgie, en Arizona. Vous avez passé des heures à obtenir l'éclairage parfait sur votre moto. Éclairage sous le châssis, clignotant, bande LED. Mais si la lumière de votre plaque d'immatriculation n'est pas blanche, vous pourriez être arrêté. Dans des États comme le Texas, la Géorgie et l'Arizona, les plaques d'immatriculation des motos doivent être éclairées par une lumière blanche fixe visible à au moins 50 pieds. La loi existe pour aider les forces de l'ordre à identifier les motos la nuit et elle est strictement appliquée. Les LED colorées, les lumières clignotantes, le placement caché ou obscurci sont tous des motifs pour une contravention. Certains motards retirent même complètement la lumière pour des raisons esthétiques. C'est un moyen rapide d'obtenir une contravention. Et dans des États comme le Texas, la lumière doit être allumée dès que la moto fonctionne, pas seulement la nuit. C'est l'une de ces petites choses qui passent inaperçues jusqu'à ce que les gyrophares s'allument derrière vous. Pour quelques dollars et une installation rapide, c'est une solution qui peut garder votre moto légale et votre trajet ininterrompu. Au Texas, en Géorgie et en Arizona, les plaques d'immatriculation doivent être éclairées par une lumière blanche dès que la moto est en marche. L'éclairage est une chose, mais dans certains endroits, vos lunettes peuvent poser problème. Parlons des lunettes de protection. Numéro 8. Protection des yeux requise, même avec pare-brise à New York et au Minnesota. Vous avez une grande moto de tourisme avec un pare-brise géant. Cela devrait suffire, non? Pas aux États-Unis. À New York et au Minnesota, les motards sont légalement tenus de porter une protection oculaire résistante au choc, que leur moto est un pare-brise ou non. L'idée est simple, les pare-brises ne bloquent pas tout. Les petits cailloux, les insectes, la poussière et même l'air à grande vitesse peuvent encore altérer la vision. Et à des vitesses d'autoroute, c'est dangereux. Cette loi signifie que vous aurez besoin de lunettes incassables, de visières ou de lunettes de conduite approuvées chaque fois que vous prenez la route. Les lunettes de soleil ordinaires peuvent ne pas être acceptées, surtout si elles ne sont pas résistantes aux impacts. Dans certains États, la police est formée pour vérifier, surtout lors des contrôles routiers impliquant la vitesse ou les changements de voie. Ne supposez donc pas que votre carénage vous dispense. Ce n'est pas seulement une question de sécurité personnelle, c'est une infraction passible d'une amende. Et c'est souvent appliqué lors de sorties en groupe, de campagnes de sécurité ou de grands événements de motards. Pare-brise ou non, les motards à New York et en Géorgie doivent porter une protection oculaire légalement approuvée. Même dans des endroits comme le Minnesota, c'est une infraction passible d'amende de rouler sans lunettes, conformes à la norme ANC 087.1. Vous voulez tester à quel point votre état est strict? Essayez de vous arrêter avec un passager et sans repose-pied et regardez ce qui se passe ensuite. Numéro 9. Les repose-pieds passagers sont obligatoires pour transporter des passagers en Californie, en Floride. Vous voulez emmener quelqu'un à l'arrière de votre moto? En Californie et en Floride, cet équipement n'est pas seulement pour l'équilibre ou le confort, c'est une question d'équipement légal. Les deux États exigent que si vous transportez un passager, votre moto doit être équipée de repose-pieds pour passagers. Et non, peu importe si votre passager les utilise réellement. La loi stipule qu'ils doivent être présents, sinon vous pouvez être amendé. Cela surprend beaucoup de motards occasionnels, surtout ceux qui ont personnalisé leur moto ou les ont dépouillés pour des raisons esthétiques. Si vous prenez un ami ou un partenaire pour une courte balade et que votre moto n'est pas équipée d'origine ou réaménagée avec des repose-pieds arrière, vous enfreignez le code de l'État. Certains agents sont indulgents, d'autres le considèrent comme un danger pour la sécurité. Et si votre moto manque également d'un siège passager désigné, vous pourriez faire face à 2 contraventions en un seul arrêt. Et tandis que les pieds de votre passager doivent rester en place, les vôtres aussi. Changez de position en cours de route et vous pourriez enfreindre la loi. Numéro 10. Une position incorrecte des pieds peut entraîner une contravention en Californie, au Texas. Étendre votre jambe, ajuster votre botte.
En Californie et au Texas, même un simple repositionnement du pied peut franchir la ligne légale. Ces États considèrent le placement de vos pieds comme une question de contrôle du véhicule. Lorsque vos pieds ne sont pas sur les repose-pieds pendant que la moto est en mouvement, les agents peuvent et émettent des contraventions en vertu des lois sur l'utilisation inappropriée ou le contrôle dangereux. Pourquoi? Parce que la loi suppose que vos pieds doivent être prêts à freiner, changer de vitesse ou stabiliser la moto à tout moment. Les motards qui retirent leurs pieds momentanément pour s'étirer, se rafraîchir ou ajuster leur position abandonnent techniquement le contrôle. Et pour l'application de la loi, même une seconde suffit. Cela touche le plus durement les motards de longue distance. Si vous êtes sur l'autoroute pendant des heures, il est naturel de bouger vos jambes. Mais dans la circulation, un agent n'a besoin de le voir qu'une seule fois. Au Texas et en Californie, retirer vos pieds des repose-pieds en mouvement peut être considéré comme une infraction au code de la route. Et si vous pensiez qu'adopter un trike simplifierait les choses, détrompez-vous. Dans certains États, vous aurez besoin d'un tout nouveau permis. Passons à la loi numéro 11. Des permis distincts sont requis pour les trikes et les sidecars en Californie. On pourrait penser que conduire une moto à 3 roues en Californie est une échappatoire. Ce n'est pas le cas. C'est une catégorie légale distincte. Pour conduire un trike ou une moto avec un sidecar, vous aurez besoin d'un permis de classe M3 et non du permis standard M1. La raison est le contrôle. Les trikes ne penchent pas comme les motos classiques. Ils se dirigent différemment, accélèrent différemment et nécessitent une formation spécifique. Le DMV les considère plus proches des petites voitures que des motos, et le permis reflète cela. Si vous êtes surpris à conduire un trike avec seulement une autorisation de moto standard, c'est un ticket instantané et votre véhicule pourrait être saisi lors d'un contrôle. Ce qui rend cela encore plus déroutant, c'est le nombre de conducteurs qui ne connaissent pas la distinction. Les concessionnaires de motos laissent parfois les clients partir sur des trikes sans clarifier l'exigence de licence jusqu'à ce que la loi les rattrape dans la rue. En Californie, vous avez besoin d'un permis M3 distinct pour conduire légalement des trikes et des motos avec sidecar. Mais attention, même si vous avez un permis pour trike, la façon dont vous l'avez obtenu pourrait vous empêcher de conduire des 2 roues entièrement. Numéro 12. Passer le test sur un trike vous empêche de conduire des 2 roues dans plusieurs états. Vous pourriez penser que réussir votre test de moto sur un trike est simplement un moyen plus facile d'obtenir votre permis. Mais dans de nombreux États américains, ce résultat de test s'accompagne d'une restriction sérieuse. Si vous passez votre test de compétences en moto sur un tricycle, votre permis sera souvent marqué comme trike uniquement. Cela signifie que vous n'êtes pas légalement autorisé à conduire une moto à 2 roues, même si vous pensez en être pleinement capable. Pourquoi? Parce que les 2 roues et les trikes se manient de manière complètement différente. Des États comme la Californie, le Texas et la Pennsylvanie exigent des examens séparés pour chaque catégorie. Et une fois que votre permis est délivré avec un code de restriction, le modifier nécessite de programmer un nouvel examen sur une moto à 2 roues, pas seulement de remplir un formulaire. Beaucoup de nouveaux conducteurs se font piéger après avoir acheté un Can-Am ou un véhicule similaire. Ils roulent pendant des années, puis essaient de monter sur une moto classique et découvrent soudainement qu'ils ne sont pas autorisés à le faire. Dans plusieurs États américains, passer le test sur un trike signifie que vous êtes seulement autorisé à conduire des véhicules à 3 roues, sauf si vous repassez le test. Numéro 13. Rouler sur l'accotement est légal dans le Minnesota. Vous êtes coincé dans un embouteillage. Votre moteur chauffe. Votre main d'embrayage se crispe. Et l'accotement est là, grand ouvert. Dans la plupart des États, s'y engager vous vaudrait une contravention pour conduite imprudente. Mais dans le Minnesota, cet accotement pourrait bien être votre échappatoire légal. Le programme d'utilisation des accotements réservé aux bus du Minnesota est l'un des rares aux États-Unis qui permet aux motos de circuler sur les accotements désignés des autoroutes en cas de congestion. Mais avant de tourner la poignée des gaz et de vous élancer, il y a des règles. Premièrement, cela doit être une bande d'arrêt d'urgence, spécifiquement conçue pour l'usage routier, c'est-à-dire marquée, signalée et renforcée structurellement. Deuxièmement, vous ne pouvez l'utiliser que lors de ralentissements importants du trafic. Et même dans ce cas, vous devez respecter les limites de vitesse affichées pour la bande d'arrêt d'urgence, qui sont généralement de 35 miles par heure ou moins. La loi du Minnesota permet aux motos de rouler sur certaines bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes, mais uniquement à basse vitesse et seulement en cas de trafic congestionné. Abusez de cette liberté et vous recevrez non seulement une amende, mais vous pourriez aussi mettre en péril tout le programme pour les autres motards. Alors suivez les panneaux, littéralement. Vous pensez que c'est une belle échappatoire. Attendez de découvrir où les motos peuvent légalement se garer ensuite, sur le trottoir. Numéro 14, stationnement sur le trottoir, autorisé dans certaines villes comme San Francisco. Dans la plupart des États-Unis, garer votre moto sur un trottoir entraîne immédiatement une amende. Mais à San Francisco, ce n'est pas seulement toléré, c'est légal dans certaines zones. Les règlements de stationnement de la ville permettent aux motos de se garer sur les trottoirs tant que l'accès des piétons n'est pas bloqué. Cela signifie que votre moto doit être parallèle au trottoir, laisser suffisamment d'espace pour les piétons et éviter d'obstruer les rampes ou les entrées. Cette règle a été instaurée pour réduire la congestion du trafic et libérer de l'espace le long des trottoirs.
Étant donné que les motos occupent une fraction de l'espace d'une voiture, il était logique de permettre une utilisation limitée des trottoirs dans les zones denses. Mais voici le hic. La loi ne s'applique que dans certaines limites de la ville et varie souvent d'un pâté de maison à l'autre. Dans certains quartiers, c'est autorisé. Traversez la rue et soudain vous êtes en infraction. San Francisco permet aux motos de se garer sur les trottoirs, mais seulement si elles ne bloquent pas les chemins piétonniers ou les points d'accès. Mais parfois, ce n'est pas l'endroit où vous vous garez qui compte, c'est ce que vous portez ou ne portez pas. Passons au numéro 15. Le casque n'est pas obligatoire si vous êtes assuré dans des endroits comme la Floride, la Pennsylvanie. Dans la plupart du pays, pas de casque signifie pas de trajet, mais la Floride et la Pennsylvanie adoptent une approche différente si vous êtes prêt à parier sur votre assurance. En Floride, les motards de plus de 21 ans peuvent légalement rouler sans casque s'ils ont au moins 10 000 $ de couverture d'assurance médicale. La Pennsylvanie a une règle similaire. Si vous avez plus de 21 ans et avez soit 2 ans d'expérience de conduite, soit suivi un cours de sécurité, vous n'êtes pas légalement tenu de porter un casque. Mais les petits caractères prennent de nombreux motards par surprise. Cette assurance doit être vérifiable. Si vous êtes arrêté et ne pouvez pas prouver la couverture, vous êtes en infraction. Et si vous êtes impliqué dans un accident sans casque, cette assurance pourrait être la seule chose qui vous sépare de la ruine financière. Les touristes et les nouveaux motards interprètent souvent mal la règle, en supposant qu'ils sont couverts par des polices générales. Mais sans documentation ou couverture spécifique pour les motos, ils prennent des risques. En Floride et en Pennsylvanie, rouler sans casque est légal, mais seulement avec une assurance ou une formation qualifiante. Et en parlant de liberté sur la route, il y a un geste controversé qui est entièrement légal en Californie et qui se répand rapidement. Numéro 16. Le partage de voies est légal ou toléré. Dans des endroits comme la Californie, l'Utah, l'Arizona, le partage de voies, rouler entre les voitures dans un trafic lent ou arrêté, est l'une des pratiques de moto les plus débattues aux États-Unis. Dans la plupart des États, c'est considéré comme imprudent, mais en Californie, c'est complètement légal. Le Code de la route de Californie permet explicitement aux motocyclistes de se faufiler entre les voies de circulation dans des conditions sûres. La California Highway Patrol publie même des conseils de sécurité sur la façon de le faire correctement. L'Utah et l'Arizona ont des lois similaires mais plus limitées. En Utah, le filtrage de voies est autorisé lorsque le trafic est arrêté et le motocycliste doit rester en dessous de 15 miles par heure. L'Arizona a adopté une mesure similaire permettant le filtrage entre les voitures arrêtées sur les routes avec une limite de vitesse affichée de 45 miles par heure ou moins. Les avantages incluent moins de collisions arrière, un flux de trafic plus fluide et une réduction de la surchauffe. Mais le danger est toujours réel, surtout dans les États où les conducteurs ne s'y attendent pas. La Californie est le seul État où le partage de voies est entièrement légal. L'Utah et l'Arizona autorisent des formes restreintes de filtrage de voies. Numéro 17. Dans certains États, vous pouvez légalement passer un feu rouge à moto. Vous êtes à un feu rouge. Pas de voiture, pas de mouvement, pas de vert, juste vous, coincé dans l'attente. Mais dans des États comme le Minnesota, l'Illinois et le Missouri, il y a une échappatoire peu connue. Vous êtes autorisé à passer ce feu rouge légalement. Voici pourquoi. La plupart des feux de circulation reposent sur des capteurs intégrés dans la route pour détecter les véhicules. Mais les motos sont souvent trop légères pour les déclencher. Vous pourriez rester là indéfiniment à moins que la loi ne vous accorde une exception. Dans le Minnesota, si le feu ne change clairement pas, vous êtes autorisé à avancer après un arrêt complet et une attente raisonnable, généralement environ 120 secondes. L'Illinois et le Missouri ont des lois similaires. Mais voici le hic. Vous devez traiter le feu comme un dysfonctionnement. Cela signifie regarder des deux côtés, céder le passage et ne bouger que lorsque c'est sûr. Si vous vous trompez, c'est de la conduite imprudente. Les motocyclistes au Minnesota, en Illinois et au Missouri peuvent passer au feu rouge s'ils ne les détectent pas, mais seulement après avoir attendu et confirmé que c'est sûr. Certaines lois adoptent la technologie. D'autres vous ramènent aux bases comme une ancienne méthode de communication que vous devez encore maîtriser. Numéro 18. Dans certains États, les signaux manuels sont encore légalement requis. Les clignotants peuvent sembler high-tech, mais dans certains États, vos mains font encore office de langage par la loi. En Caroline du Nord, ce n'est pas seulement recommandé, c'est obligatoire. Si vos clignotants ne fonctionnent pas, vous devez utiliser des signaux manuels pour montrer vos intentions. Il en va de même pour le Vermont, où la loi exige explicitement que les gestes de la main remplacent tout signal défectueux ou manquant. L'Idaho adopte une position légèrement plus souple en encourageant les signaux manuels lorsque la visibilité est limitée ou que l'équipement fait défaut. Mais l'attente est la même. Vos bras font partie de votre boîte à outils. Et voici le retournement. Ce n'est pas juste une suggestion de sécurité. Si vous êtes arrêté et que vos clignotants ne fonctionnent pas et que vous n'avez pas signalé avec votre main, vous pouvez recevoir une amende.
Ces lois peuvent sembler être des reliques d'une autre époque, mais elles sont toujours en vigueur et toujours appliquées. Les cyclistes en Caroline du Nord, au Vermont et en Idaho sont tenus ou fortement encouragés à utiliser les signaux manuels si les clignotants ne fonctionnent pas. Les gestes de la main peuvent vous aider à avancer, mais dans certaines villes, essayer simplement de bouger peut vous causer des ennuis. Numéro 19. Certaines voies rapides à New York sont complètement interdites aux motos. Pensez-vous pouvoir rouler à moto partout dans la grosse pomme? Détrompez-vous. À New York, des routes entières comme la Henry Hudson Parkway sont complètement interdites aux motos. Vous pourriez rouler tranquillement le long de la West Side pour ensuite voir un panneau « Voiture de tourisme uniquement ». Si vous êtes sur 2 roues, ce panneau s'applique à vous. Aucune exception. Pourquoi? Ces interdictions remontent à des décennies, lorsque la ville voulait minimiser le bruit, restreindre les véhicules à haut risque et réduire les accidents sur les routes urbaines à grande vitesse. Et ce n'est pas seulement une seule voie rapide. D'autres routes restreintes incluent les portions surélevées de la Brooklyn-Queens Expressway et certains segments de la FDR Drive. Oh, Spurs, c'est ce que Mouse Moore ne réalisent même pas que c'est illégal, jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Cela peut sembler injuste. Vous avez une assurance, un permis, tout ce qu'il faut. Mais la loi vous traite comme si vous n'étiez même pas autorisé à être là. Les motos sont interdites sur les parkways comme le Henry Hudson Parkway à New York, même lorsqu'elles sont correctement enregistrées et assurées. Et bien que certaines routes soient interdites, votre propre moto peut être illégale, non pas pour sa vitesse ou sa taille, mais pour la hauteur de vos guidons. En terminant avec les lois secrètes sur les motos avec le numéro 20. Si vos guidons sont trop hauts, votre moto est illégale. La personnalisation est une grande partie de la culture de la moto. Cela peut sembler cool, mais dans certains états, vos guidons pourraient être illégaux, même si votre moto semble prête pour le showroom. Dans le Mississippi, si les guidons de votre moto sont à plus de 10 pouces au-dessus du siège, c'est illégal. Le Texas dit qu'ils ne peuvent pas dépasser la hauteur des épaules en position assise, et le Nebraska fixe la limite à 15 pouces au-dessus du point de montage. Pourquoi pourriez-vous demander? Eh bien, les législateurs affirment que c'est une question de contrôle. Plus vos mains sont hautes, plus votre équilibre est mauvais et plus il vous faut de temps pour réagir. Mais pour de nombreux motards, cela ressemble à un abus. Les ape hangers et les constructions personnalisées font partie intégrante de la culture des motards. Donc ces lois touchent directement à cette esthétique et directement à votre portefeuille, si vous êtes pris. Se faire arrêter pour des guidons illégaux peut signifier une contravention, une inspection de la moto, ou pire, même la mise en fourrière dans des États stricts comme le Texas. Alors mesurez 2 fois. Personnalisez intelligemment. Et rappelez-vous, ce qui a l'air cool dans le garage pourrait vous mettre sur le bas-côté de la route. Le Mississippi, le Texas et le Nebraska limitent tous la hauteur des guidons de moto, généralement mesurés en pouces au-dessus du siège ou des épaules. Quelle est la loi la plus étrange sur les motos que vous ayez jamais rencontrées? Partagez-la dans les commentaires. Et si vous avez déjà reçu une amende pour l'une d'elles, nous voulons l'entendre aussi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'histoires inédites sur les motos.